Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Lutter contre les fake news et surtout les repérer. Un challenge pour les adultes mais aussi pour les jeunes. On va en parler de la désinformation et de la mésinformation avec Alexandre Capron dans quelques instants dans le Grand JT. Non au cyberharcèlement, un combat dans lequel s'engage aussi la rédaction d'Astrapi. On en parle avec sa rédactrice en chef dans quelques instants. Vous retrouverez aussi Malika Ménard dans Souvenir d'écolier avec son invitée, la chanteuse Josiane. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité des initiatives pour l'école avec Loïc Landreau. Loïc, en ce 1er mai, on va valoriser le travail, figurez-vous, puisqu'on va mettre en perspective tous ceux qui œuvrent pour de jolies initiatives en faveur de l'éducation. Une chronique aussi fleurie qu'un joli brin de muguet et aussi positive également. Il l'a faite quand même, hein. Ça va. Parce qu'on en a débattu avant l'émission et on m'a dit non mais ne le fais pas, mais je le fais quand même. D'accord. Parce qu'on se fait, c'est vrai, tout le temps ici sur ce plateau l'écho du manque de moyens criant dans l'éducation nationale, mais il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps bénévolement pour faire le travail de l'État. En quelque sorte, et qui font appel à leur réseau pour créer des événements solidaires à destination des enfants et des adolescents dans le cadre de leur évolution scolaire. Alors, ce fut le cas notamment dans la Marne avec un salon des bières et des whisky. Alors, j'espère que ce n'est pas à destination des enfants, mais dont les bénéfices vont financer des bancs anti-harcèlement dans les écoles. C'était ce week-end une initiative du club Kiwanis de Vitry-le-François. Alors, Kiwanis, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 1915 aux États-Unis, qui a essaimé un petit peu partout dans le monde et qui a pour objectif d'aider les enfants en difficulté via l'organisation de différents événements. Et donc, grâce à ce salon des bières artisanales et des whisky, le club Kiwanis va pouvoir acheter, personnaliser et offrir des bancs anti-harcèlement à des écoles de la région. On va écouter Philippe Lamaille, c'est l'un des co-organisateurs de cet événement, au micro de France Bleu Champagne-Ardenne. Un jeune qui se sent tout seul dans l'école, qui se sent mal, va s'installer sur le banc. Il y a une action pédagogique de la part des instituteurs qui sont formés pour, et les autres enfants savent que si cet enfant est seul sur le banc, c'est parce qu'il se sent mal dans sa peau, etc. Et donc, les autres vont le réconforter. On a donc placé déjà des bancs à Sainte-Menou dans une école primaire et une école maternelle qui nous en réclament un du coup pour le mois de septembre qui n'était pas prévu. Et le contraire à Givry-en-Argonne, vous voyez, on s'en va quand même assez loin de Vitry-le-François, et à Vitry-le-François, on va placer dans la communauté de communes et les écoles de Vitry-le-François 31 bancs. Les clubs Kiwanis donc qui œuvrent tout au long de l'année, et par exemple le 19 mai prochain à Cherwiller près de Strasbourg, il y aura une journée caritative, des balades en voiture de collection ou de sport qui vont permettre de financer l'acquisition d'un chien d'assistance pour un enfant handicapé. Donc vous voyez, les événements n'ont pas forcément de lien avec l'école, le whisky et la bière bien évidemment, et les enfants ne feront pas bon ménage, mais ce sont en tout cas des événements rassembleurs qui permettent d'avoir de l'argent pour des belles initiatives. Alors on continue cette fois en Ardèche où les adultes ont bénévolement aidé des collégiens à réviser leur brevet. L'Ardèche, zone A, dont les élèves sont rentrés en cours ce lundi 29 avril, eh bien, certains d'entre eux, du quartier Nouvel Horizon de Privas, ont bénéficié d'un accompagnement gratuit du CCAS pour préparer le brevet. Alors, c'est évidemment sur la base du volontariat des adolescents. Et parmi les encadrants, eh bien, il y a d'anciens enseignants qui ont passé une semaine, tous les jours, à revoir les fondamentaux de l'examen. Et c'est vrai que dans ce quartier modeste, où beaucoup de parents ne parlent pas bien français, c'est cette matière qui pose le plus souvent de problèmes. Ils ont en tout cas pu bénéficier, ces enfants, d'un accompagnement personnalisé pour décrocher le brevet dans quelques semaines. En Bretagne, une initiative pour aider les lycéens à trouver un stage de seconde. Une vraie galère, on en a parlé ici déjà depuis plusieurs semaines. Depuis cette année, vous le savez, les secondes doivent trouver un stage en entreprise qui doit se tenir du 17 au 28 juin et ils sont nombreux à témoigner de la difficulté que ça représente, surtout lorsqu'ils ont épuisé tous les stages de l'oncle, de la tante, du papa, de la maman. Ça, c'est un petit peu compliqué, d'autant qu'en 4e et en 3e, il y a des stages également. Donc, pour les aider dans leur recherche, le collectif des réseaux d'entreprises en Bretagne s'est mobilisé avec l'opération Les réseaux passent la seconde. Il propose des offres de stage via la plateforme IDEO de la région Bretagne.
Il y a plus de 1500 annonces disponibles pour les lycéens dans plein de domaines différents, puisque parmi les partenaires de l'opération, il y a les entreprises de la French Tech de Bretagne, les agriculteurs de la région, le club des ETI, les boîtes spécialisées dans la production bretonne. Donc ça se passe sur stage avec un s.ideo.bretagne.bzh. Et on termine à Reims, où l'acteur Pascal Domolon est revenu dans son ancienne école. Et ça, c'est grâce à l'association Un artiste à l'école. Le comédien, musicien et réalisateur est retourné dans son ancien établissement, le collège Pierre Brossolette. C'est dans le quartier Clermarais de Reims. Pascal Domolon, c'est évidemment les films Five, Radio Star, Homme au bord de la crise de nerfs ou Brutus versus César sur Amazon Prime il y a quelques années. Il a joué aussi dans l'excellente série Kaamelott. Et pour lui, l'école, c'est l'écrin des rêves qu'il a fallu ensuite réaliser. Il y a fort longtemps, si je n'avais pas été là, effectivement, il y a une grande partie de ma vie qui n'aurait pas existé. Parce que c'est vrai qu'il y a un rêve qui est venu ici à 13-14 ans. À cette époque-là, personne n'aurait misé 3 cacahuètes sur moi. Je ne profitais pas de ce qu'on m'offrait, de ce que l'école m'offrait. Non, l'école, c'est les premières portes qui s'ouvrent, qui vous donnent le droit d'aller ailleurs. Et pour Louise Deveau, qui est la coordinatrice de l'association Un artiste, une école, l'idée c'est de faire comprendre à ces jeunes que leurs rêves sont finalement à portée de main et qu'ils ont le droit d'y croire et de les réaliser. Donc bravo aussi à cette chouette initiative. Merci beaucoup Loïc, merci. On change de sujet. Fake news, rumeurs, buzz, les jeunes générations sont confrontées chaque jour à des torrents d'informations aussi vraies que fausses. À l'heure où les réseaux sociaux remplacent les médias mainstream chez les jeunes, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui d'apprendre à s'informer et surtout à vérifier l'info grâce au livre Fake News. Alexandre Capron, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste du fact-checking. On va en parler bien sûr dans cette émission. Auteur aux éditions Mardaga, auteur de Fake News, le guide pour repérer la désinformation et éviter surtout de tomber dans les pièges. Oui, parce que pièges, nombreux ils sont. Alors vous démarrez votre livre, Alexandre Capron, avec cette phrase. Quand j'ai annoncé à mon épouse que j'allais rédiger, je cite, un livre sur comment repérer et se protéger des fausses informations, elle m'a plus ou moins répondu tout de suite, bah, écoute, c'est pas compliqué, tu te coupes d'Internet et des réseaux sociaux, et voilà, c'est terminé. Mais attendez, comment se protéger des fausses informations? En se coupant l'Internet, c'est plus avoir d'informations du tout, du coup. Cette phrase, c'est pas du tout une fake news, hein, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a dit. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de se dire, ok, pour lutter contre la désinformation, il faut jamais regarder ce qui circule sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est se couper de l'information aussi, quelque part. Exactement, et ça serait se couper de l'information, et ça serait refuser d'essayer de vérifier l'authenticité des informations qui nous parviennent. C'est vrai que parfois, on est face à ce flot informationnel, on a l'impression de ne pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi, je dis, ok, ça pourrait être la solution de facilité, mais aller directement vérifier les contenus et surtout être outillé pour le faire, mais ça c'est hyper important pour protéger nos démocraties. D'où le guide, effectivement. La peur, voire même, je pourrais dire peut-être la folie, c'est aussi d'être réactif à la seconde. Je le dis d'autant plus que je suis journaliste. Est-ce que c'est un peu ça qui fait qu'on est poussé à ne plus vérifier l'info, mais tout de suite à la partager? Je crois que ça s'adresse aussi à l'inconscient et d'une certaine manière à ce qu'on appelle les biais cognitifs en psychologie, c'est-à-dire vraiment toucher à ce qui est de l'ordre du psychologique. Par exemple, je vais être plus intéressé par une information qui rentre dans mon modèle de pensée, qui correspond à ce que j'aime, ce qui m'attire. Et si on ne fait pas ce travail d'essayer de se détacher de ça, de ne pas tomber dans l'émotionnel, de ne pas justement avoir cette compulsion de cliquer pour partager, pour liker, effectivement on peut tomber dans le piège de la fausse information. La première fois que vous avez été confronté à une fake news, c'était quand? C'était quoi? Alors c'était très précisément en 2012, lorsque j'ai intégré le service des observateurs, où j'ai travaillé pendant 12 ans. Et très précisément, c'était une personne qui avait envoyé une image de Madagascar, où elle prétendait montrer des zébus qui avaient été tués par des voleurs d'Aalo. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais pas du tout les méthodes de vérification. Et une collègue de l'époque m'avait montré tout simplement comment on fait une recherche d'image inversée.
ce qui avait permis de retrouver l'origine de cette image. Et on s'était rendu compte que c'était une photo qui avait été prise plusieurs mois auparavant et qui ne pouvait pas être récente, que la personne qui nous l'avait envoyée essayait d'une certaine manière de nous manipuler avec une photo qui était hors contexte. Ça veut donc dire que votre collègue de l'époque était déjà en fait rompu à cet exercice de la vérification. Exactement, ouais. En 2012, il y avait déjà une rubrique dans ce média, France 24, où il y avait des personnes qui maniaient ces techniques-là, qui étaient vraiment à leur balbutiement, hein. C'était vraiment au tout début. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de rédactions dans les médias qui sont obligées de créer des rubriques de vérification, et parce que c'est un endroit où il faut vraiment savoir manipuler des outils numériques. Voilà, c'est assez facile, mais il faut savoir le faire. Facile, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué pour tout le monde, et c'est pour ça aussi que ce guide est formidablement intéressant, ce guide de fake news que vous venez de publier. Là, on vient de parler effectivement des bandits qui dérobent donc les animaux pour des rites initiatiques, mais peut-être que si on prend un événement plus marquant, on pourrait parler de la prise du Capitole par les partisans de Trump, qui a été quand même un moment inouï, à la fois effectivement un événement politique marquant, mais un événement aussi sur le plan des fake news et de la fausse information, ou de la désinformation, ou de la mésinformation. On va y venir. Exactement, ouais, voilà, on est dans le cas typique, non seulement ce qui s'est passé au Capitole, mais ce qui s'est passé un an après aussi au Brésil. Oui. On est dans une situation où des personnes alimentées par des fausses informations, collectivement, vont aller mener une action parce qu'ils pensent que l'élection leur a été volée. Donc là, on est dans des cas très précis des conséquences que peut avoir la désinformation, mais sur des personnes qui sont enfermées dans un modèle de pensée. Mais là, c'est de la désinformation ou c'est de la manipulation de l'information pour justement arriver à tirer les partisans vers une idéologie ? Oui, il y a une tentative de tirer vers une idéologie en utilisant des informations qui vont être manipulées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une nuance, des fois dans des fausses informations, il y a une part de vérité. Mais il y a une façon de la présenter qui va être manipulatoire et qui va être au service d'une idéologie. Donc là, on était effectivement dans des cas comme ça. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler ce que veut dire fake news, parce que finalement, c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers. D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur ce langage-là, c'est pour ça que j'insistais aussi sur la désinformation et la mésinformation. Comment vous pourriez nous l'expliquer en très peu de mots? Et bien sûr, il y a le livre pour reprendre de manière détaillée. Alors, fake news, c'est un terme que j'essaie de pas trop employer, d'abord parce que c'est un anglicisme et parce qu'on met tout dedans. Ça va être quelqu'un qui a présenté quelque chose d'une certaine façon. Pas trop l'employer avec un titre pareil, c'est quand même compliqué. Ouais, hein. c'est un peu, effectivement, ça peut être un peu schizophrène, mais d'abord, c'est le mot qui parle au grand public, malheureusement. Hein, il y a d'autres termes comme un fox, comme un tox, mais celui-là, c'est celui qui parle à tout le monde. Mais d'une certaine manière, c'est effectivement pour attirer le public vers ce contenu et réfléchir sur ce terme. Pourquoi on parle de fake news? En fait, au départ, lorsque le terme fake news est utilisé, notamment par Donald Trump, qui l'a beaucoup popularisé, hein, c'est pour présenter quelque chose qui est fake. Quand on dit quelque chose qui est fake, c'est qu'il ne se présente pas sous son vrai jour, sous son vrai visage. Et en fait, c'est ça que veut dire Donald Trump. C'est quelque chose qui, selon sa vision des choses, selon son modèle de pensée, eh bien, ça n'y correspond pas. On est dans tout ce qui est de l'ordre de la post-vérité, c'est-à-dire, moi, je pense la situation d'une façon différente, donc ça ne correspond pas à ma réalité. C'est ça la fake news. Ce n'est pas la fausse information, c'est la fake news, c'est-à-dire l'information présentée d'une façon artificielle. Et la mésinformation par rapport à la désinformation ? Alors, la mésinformation, d'ailleurs, c'est l'un des cas les plus courants de désinformation, c'est-à-dire je diffuse de l'information, de la fausse information, sans savoir forcément que moi-même j'ai été trompé. Il n'y a pas de statistique qui a été faite sur ça parce que ce serait des études absolument énormes, il faut toujours les faire sur un cas donné, un panel précis. Mais ce que j'ai observé après avoir travaillé sur cette thématique pendant une douzaine d'années, c'est que la plupart des personnes qui relaient des fausses informations ne savent pas elles-mêmes qu'elles ont été trompées au départ. Et donc c'est ça effectivement la mésinformation, c'est relayer une fausse information sans savoir soi-même qu'on a été trompé au départ. Et quand elle est en vue de manipuler, ça s'appelle comment ? Quand elle a envie de manipuler, là on est dans de la désinformation classique. Hein, on est vraiment dans une volonté précise de désinformer et d'être à l'origine de ça. Vous êtes précis sur cette notion de langage. Est-ce que justement bien nommer les choses, c'est le début de la guérison ou du moins de l'acceptation qu'il faut faire attention et être extrêmement vigilant ? Quand on comprend de quoi il s'agit, quand on comprend quels termes on utilise et pourquoi on utilise des termes différents, je pense que c'est effectivement une façon de bien comprendre le sujet. On a tendance un peu galvauder, comme je disais tout à l'heure, hein, le terme de fact-checking, les termes fake news. Et si on met tout dans le même panier,
on ne peut pas essayer de guérir et de résoudre ces situations. Donc voilà, je crois que c'est important de bien nommer les choses et de faire la distinction entre la désinformation, ceux qui veulent sciemment désinformer, la mésinformation et d'autres types aussi de désinformation dont je peux parler dans ce livre. Reproche beaucoup fait aussi aux médias, très souvent, donc on peut aussi se flageller de ça. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a beaucoup utilisé, vous le dites, il a utilisé plus de 40 fois le terme fake news, une façon aussi de manipuler l'opinion pour lui en son sens. Oui, je crois que même il y a eu des décomptes qui ont été faits qui sont allés au-delà, même pendant sa présidence, c'était absolument énorme le nombre de fois où il a utilisé ce terme. Et en fait, disons que les journalistes, effectivement, on les accuse très souvent de diffuser des fake news. Bon, il faut d'abord aussi savoir faire son autocritique. Lorsque des journalistes font des erreurs, ils sont censés se corriger. C'est pas toujours le cas, certains le font très bien d'ailleurs. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'ailleurs une attitude de transparence vis-à-vis du public et de tendance à expliquer les erreurs. Alors c'est pas forcément immédiat, ça peut être le lendemain dans un autre journal en expliquant voilà pourquoi on s'est trompé et d'être transparent avec le public. Je crois que ça c'est très important pour renouer la confiance avec les auditeurs, les lecteurs et surtout voilà, avoir une attitude humble. Les journalistes, effectivement, lorsqu'ils mettent parfois la poussière sous le tapis et qu'ils ne corrigent pas des erreurs, ça peut participer à ce ressenti que les journalistes diffusent des fausses informations sciemment, alors que ce n'est pas le cas. A priori, vous racontez que la désinformation, ou les fake news, on l'appelle comme on veut, ont démarré plutôt à partir de dessins humoristiques au départ, en fait. C'est-à-dire que c'était une façon de voir l'actualité, ce qu'on adore, bien sûr, et on remercie aujourd'hui, on salue tous les illustrateurs qu'on adore, et notamment Charlie Hebdo & Co, pour redire à quel point c'est important de caricaturer aussi. Est-ce que c'était une façon de pouvoir voir l'information autrement, mais finalement qui a été détournée? Oui, au début, la fake news, elle est satirique, en fait. C'est très lié à ce qui s'est passé aux États-Unis avec le site The Onion, qui est l'équivalent du Gorafi en France, d'une certaine manière, et dans des émissions américaines qui s'étaient spécialisées dans la création de fausses informations humoristiques, mais qui pouvaient être vraies, qui avaient un côté satirique. Et il y a un lien encore aujourd'hui entre la satire et la fausse information. Des fois, on voit des informations passer, on se demande si elles sont réelles. Quelle est la source de cette information? Est-ce que c'est un site parodique? Nord-Presse, notamment en Belgique, le fait souvent. Voilà, mais ça, c'est effectivement le départ de cette thématique-là, des fausses informations. C'est très, très lié à cette notion satirique. Et on voit encore aujourd'hui que des sites satiriques arrivent encore à tromper des personnes parce que l'information paraît vraisemblable. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, effectivement, face aux fake news, face à la désinformation, qu'en fait-on? Est-ce que, à l'instar de votre femme et beaucoup de Français, eh bien, on se dit, finalement, on ne suit plus l'actualité, de peur, finalement, d'être manipulé? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on se dit, non, il faut que j'aille chercher. Mais chapitre 2 s'appelle « À quoi ça sert de vérifier ?» J'ai souri en lisant cette question. Comment ça, à quoi ça sert de vérifier? Comment est-ce possible de se poser cette question? Parce que lorsqu'on est un citoyen, qu'on n'est pas journaliste et professionnel de l'information, on n'a pas forcément le réflexe de vérifier tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ou qui n'est pas transmis par des professionnels de l'information, justement. Et avoir le réflexe, c'est pas la même chose de « À quoi ça sert ?» Oui, effectivement. Donc pourquoi vous vous posez la question d'à quoi ça sert? Ça veut dire que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question de savoir si oui ou non, finalement, bon, ça m'est égal de savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question mais qui ne sont pas forcément outillées pour le faire. Et ça, c'est effectivement l'enjeu de ce livre, c'est d'expliquer, ok, quels sont les premiers réflexes que je peux avoir face aux fausses informations? Quelles questions je dois me poser? Et c'est des questions journalistiques de base que vous et moi on s'est posées, qu'on a appris probablement à l'école également. C'est des questions de base sur qui transmet l'information, pourquoi, où est-ce qu'il l'a transmise, etc. Donc ça, les c'est des 5 W, ça s'appelle en journalisme. Who, where, when. Exactement, les fameux 5 W. Donc ça, c'est des choses, en fait, je pense qu'en les expliquant au grand public très simplement, d'abord ça explique comment pense un journaliste, et ça explique aussi comment on fait pour vérifier l'information lorsqu'on est journaliste. Mais c'est pas l'apanage des journalistes de vérifier. En fait, aujourd'hui, ça nous concerne tous. N'importe quel citoyen peut le faire. Et donc, en se posant des questions de base, à quoi ça sert de vérifier? Eh bien, en reprenant les bases d'une certaine manière journalistique, eh bien, on peut commencer effectivement à aller vers cette base de vérification et aller un peu au-delà, notamment lorsque ça rentre dans des domaines techniques. Oui, c'est très pédagogique. Et d'ailleurs, vous parlez, quand vous parlez de fact-checking, vous parlez d'un journal, je crois que c'est Le Parisien, qui non seulement n'a pas à expliquer effectivement qu'il s'était trompé, qui a dit voilà, ce n'est pas la bonne information, mais qui a expliqué en fait comment ils étaient parvenus à cette mésinformation. Oui, c'est ça, c'est faire de la pédagogie auprès des lecteurs, expliquer, voilà, d'abord les journalistes, c'est des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs, ça arrive, mais aussi ils expliquent comment ils sont parvenus à
diffuser une information. Le cas Xavier Dupont de Ligonnès, évidemment, a beaucoup marqué, puisque le Parisien avait 4 sources différentes qui indiquaient la même chose. Ils ont jugé cette information suffisamment fiable pour la diffuser. Ça s'est avéré qu'elle était fausse. Et ensuite, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est leur travail pédagogique d'explication sur pourquoi ils se sont trompés. De façon très humble, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que ça, c'est très très important aussi dans la démarche du journaliste pour rétablir la confiance avec le public. Mais si on parle justement de l'affaire Dupont de Ligonnès, très récemment, encore une fois, on l'a cru le voir partout, à plusieurs reprises, en plusieurs endroits. Est-ce qu'il y a cette course aussi effrénée de l'individu à vouloir poster, à vouloir savoir, à vouloir lui-même enquêter sur les faits ? Ouais, il y a un petit côté... En fait, ça rejoint d'une certaine manière le fact-checking, parce que faire du fact-checking, c'est être un peu un détective d'une certaine manière. Donc il y a un côté un petit peu ludique. Effectivement, lorsque c'est poussé au paroxysme, qu'on va rentrer dans des logiques complotistes, par exemple, ces personnes nous cachent des choses, je vais vous révéler quelque chose que moi je pense avoir trouvé. Des fois, effectivement, ça peut aller un petit peu loin au détriment des principes de base de la vérification. Alors, est-ce que, avant de parler de justement fake news, est-ce qu'on peut faire la chasse aux idées reçues ? Est-ce que les jeunes accros aux réseaux sociaux sont-ils vraiment ceux qui partagent le plus de fake news ? Mais absolument pas. En tout cas, moi, ce que je constate, pour être allé plusieurs fois dans des collèges, des lycées, c'est que les jeunes générations sont très au courant qu'ils vivent dans une époque où il y a plein de fausses informations. Et ils ont très souvent ce réflexe de dire « Ah, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas la vérité, et d'être dans une position de doute. Ça, c'est très bien, d'être dans cette position-là. Maintenant, ce que je dis, c'est que douter, c'est bien, mais vérifier ce qu'on a sous les yeux, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut s'outiller, il faut connaître des techniques de vérification. Mais vraiment, les jeunes générations que j'ai pu rencontrer, je trouve pas du tout que ce sont les plus perméables aux fausses informations. Ils ont vraiment tendance à faire attention et même parfois à connaître des techniques de base de vérification. Et ça, c'est très très encourageant parce que ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait d'éducation aux médias important par les enseignants, par des journalistes, et que ça commence à rentrer dans les logiques. Sans tomber dans l'excès inverse, justement, dans l'excès complotiste, dans l'excès où aussi, évidemment, on se dit n'importe quelle information, de toute façon, elle est fausse. Voilà, effectivement, ça c'est un petit peu l'écueil. Lorsqu'on doute de tout, lorsqu'on se dit même ce que je vois dans les médias, de toute façon c'est faux, effectivement, on peut avoir tendance à douter de tout par définition, et du coup à se mettre dans un modèle de pensée où voilà, comme je ne peux plus rien vérifier, de toute façon, tout est faux. Ça, ce n'est pas non plus la bonne solution. C'est pour ça que connaître les techniques de base de vérification, savoir faire une recherche d'image inversée lorsqu'on a un doute, c'est quelque chose qui peut permettre de ne pas tomber dans cette logique complotiste et de voir le mal partout. On nous parle des jeunes, mais peut-être finalement ça vient aussi du côté des plus vieux. Est-ce qu'on a tous, je pense qu'on a tous l'image d'un vieux tonton un peu complotiste, un peu sceptique, qui finalement enchaîne les posts Facebook et se dit mais non, mais c'est impossible. Voilà, c'est des théories qui sont prêtes à penser. Est-ce que le danger vient de là, selon vous ? Alors, le danger ne vient pas forcément que de là, mais effectivement, les plus anciennes générations, je dirais, ou peut-être même la nôtre, elle est un peu plus, je dirais, elle n'a pas forcément grandi dans cette époque-là, comme peuvent l'avoir fait les jeunes générations, et effectivement, ont plus tendance à, comme je disais tout à l'heure, partager immédiatement, sans avoir le petit réflexe de base, d'où ça vient, qui est l'auteur, etc. Donc effectivement, de ce côté-là, moi je crois qu'il y a un gros travail aussi à faire sur les plus anciennes générations, ou les générations de nos parents, de nos arrière-grands-parents, les nôtres, pour justement aussi dire, voilà, ça concerne tout le monde, pas seulement les jeunes, mais également les générations actuelles. Alors, il faut décrypter les techniques. C'est aussi ce à quoi sert ce guide, Fake News, paru aux éditions Mardaga. C'est l'idée de pouvoir décrypter les techniques, le photomontage, l'analyse de celui qui poste aussi, c'est ça ? C'est primordial ? Oui, bien sûr. Analyser l'auteur, regarder techniquement comment on peut faire pour trouver, par exemple, une manipulation de l'image. Ce qui est très important aussi, c'est retrouver l'image dans son contexte original. Ça, c'est le plus difficile d'une certaine manière. Là, il y a des techniques qui sont disponibles en ligne. En se plongeant quelques minutes dedans, on peut acquérir des petits réflexes, même sur son téléphone portable, en 30 secondes. Ça m'arrive d'être dans le métro, de voir une image en me disant tiens, cette image, elle me semble étrange, et de pouvoir la vérifier en 30 secondes sur mon téléphone portable à travers une petite application de recherche d'image inversée. D'accord, donc ça veut dire que vous vérifiez automatiquement telle information, mais qui est derrière cette application qui va vérifier l'information ? Parce que c'est toujours pareil. On vous dira, mais enfin, d'accord, toi tu vas vérifier, mais qu'est-ce que tu en sais ? Et celui qui va vérifier derrière, qu'est-ce qu'il en sait ?
Ouais, alors c'est toujours le rapport à la source qui est important. C'est-à-dire, on va revenir à ce qu'on appelle l'occurrence la plus ancienne. L'occurrence la plus ancienne, c'est la première fois où je peux retrouver une photo ou une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux. Des fois, ça prend du temps. Effectivement, et c'est pour ça qu'il y a des professionnels de l'information dont c'est le métier qui font du fact-checking en permanence, et c'est le travail des journalistes évidemment, mais chaque citoyen, lorsqu'il a le moindre doute, peut utiliser ces applications pour aller par exemple sur Google Images, pour aller sur des applications comme TinEye, qui ne sont pas forcément très connues, mais qui permettent de faire ressortir toutes les occurrences d'une photo. Et donc ensuite, en allant à la plus ancienne, on peut déjà trouver un contexte a priori original, de circulation de cette photo et donc de comprendre quelle était la légende associée à cette première photo lorsqu'elle avait circulé. Mais certains pourront penser effectivement que Google ou d'autres sociétés pourront être tenues par telle et telle personne, qui sera engagée politiquement avec telle ou telle autre personne. Et qu'en fait, on remonte loin. Comment faire pour pouvoir prendre du recul et se détacher tout en étant au cœur de l'information? Ils pourront penser ça, sauf qu'il y a plusieurs outils qui permettent de faire cela. Il y a Google, j'ai cité Google, mais il y a un autre outil dont je parle dans le livre qui s'appelle Yandex, qui est un site internet russe. Donc je ne crois pas que Google et Yandex, un site internet russe, soient de mèche, a priori, mais qui permettent en fait de croiser les recherches. Et en croisant les recherches sur plusieurs outils, on peut parvenir à des conclusions qui sont souvent concordantes, souvent complémentaires, et donc du coup se faire une idée, ok, si on ne fait pas confiance à Google, je peux trouver un autre moteur de recherche, peut-être plus fiable, qui va me permettre de faire cette recherche et de croiser les résultats. Alors, la Fondation Descartes qui a réalisé en 2020 une synthèse sur l'état des connaissances, justement pour corriger efficacement une mésinformation, retient 5 points principaux. Je ne vais pas les lire, mais je vais vous laisser en parler. Remplacer la désinformation par une information qui a la même fonction explicative, ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on fait face à une fausse information, il faut essayer pour expliquer pourquoi elle est fausse, il faut expliquer de trouver peut-être une situation connexe qui va permettre de bien l'expliquer. Donc si la situation elle est trop complexe à expliquer, en trouver une autre qui va permettre d'expliciter la situation dans laquelle on se trouve. Mais vous le dites, hein, sans mentionner l'information erronée. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Pourquoi ? Parce que si on la cite, on lui donne du crédit. Et si on la renforce. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est d'essayer de trouver un parallèle pour faire un pas de côté et dire mais regarde, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu penserais de cette situation ? Avertir de l'apparition potentielle d'une mésinformation en présentant l'information correcte avant toute exposition à la fausse information. Et ça prend un temps fou en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est le travail des journalistes professionnels. Oui, mais voilà. Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui vous lisent surtout, comment ils peuvent se dire à un moment, j'apporte tel crédit à telle information ? Alors d'abord en se renseignant, lorsqu'il y a par exemple des élections qui arrivent, peut-être essayer de regarder un petit peu ce qui a circulé. Ce que vous venez de dire s'appelle du pré-bunking. Alors c'est vraiment dans le journalisme, hein, c'est-à-dire... C'est toujours des mots anglais. Hein. Ouais, c'est le terme qui circule effectivement, mais en gros pré-bunking ça veut dire pré-vérifier l'information et donc en fait c'est une nouvelle, je dirais, type de rubrique hein, qui avant des éléments clés, on imagine ce qui va pouvoir circuler et donc on informe le public. Effectivement, comme vous venez justement de le dire, en tant que citoyen, c'est très très difficile de faire son pré-bunking à domicile, mais en essayant de se renseigner en amont auprès de... Croiser les sources au maximum. Exactement. C'est ça la clé ? Croiser les sources au maximum, et si on ne fait pas confiance à un média en particulier, regardez ce que dit un autre et essayer de varier, avoir une pluralité d'opinions. Et ça permet de se faire un avis. Ça, c'est chacun chez soi. Pour tous les journalistes qui nous entourent et nos collègues, cela veut donc dire ne pas courir à l'information le premier, ça veut dire aussi prendre le temps. Et on n'est pas dans la logique du temps. Ouais, alors ça c'est un problème en particulier dans le fact-checking. Hein. C'est un domaine qui nécessite beaucoup de temps, qui nécessite parfois de faire de l'enquête, qui parfois n'aboutit pas du tout, et c'est pas compatible avec le temps rapide. Et malheureusement, c'est une des raisons pour laquelle les fausses informations circulent toujours plus vite que leur démenti, parce que parfois même le démenti prend énormément de temps. Engager les jeunes un maximum, effectivement, à être eux-mêmes reporters, eux-mêmes, effectivement, dans le fact-checking, eux-mêmes dans cette logique de source. On l'a vu, il y a plein d'idées qui sont organisées. Est-ce que vous êtes bien reçus lorsque vous parlez aussi aux jeunes ? J'imagine que vous le faites peut-être dans les lycées, les collèges ou autres. Oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir aussi des réactions, comme vous le disiez tout à l'heure, de personnes qui ne croient pas du tout dans les journalistes, qui sont dans une logique complotiste. Ça arrive, évidemment. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là il faut les laisser de côté, pas du tout. Je pense qu'aller à la rencontre de ces publics, expliquer comment on travaille, montrer le quotidien, montrer les techniques, ça participe à rétablir la confiance avec le public et surtout de montrer qu'on est des êtres humains normaux, qu'on n'est pas là pour garder pour nous toutes nos techniques,
qu'on veut les diffuser. Et ça, je pense, très important, surtout auprès des jeunes générations. La course à l'info, la course au scoop, comme diraient nos grands-parents, ça pousse aussi effectivement les jeunes à partager un maximum, et surtout des images choquantes. Vous parlez beaucoup à la fois de la notion d'image, mais aussi de la notion de son, qui serait peut-être le nouveau défi de demain via l'intelligence artificielle. Le son, ça fait partie d'un contenu vidéo et souvent on le laisse de côté. Pourquoi ? Parce que sur nos téléphones portables, lorsqu'on les regarde, souvent le son est coupé. On voit l'image, mais on n'écoute pas ce qui se passe. Et parfois, c'est comme ça qu'on peut être aussi manipulé en regardant juste une vidéo, alors que le son contient des informations. Par exemple, une vidéo qui viendrait d'un tout autre pays que la France, par exemple, si elle est présentée comme étant prise en France, mais où on entendrait des personnes parler une autre langue totalement. Donc ça, en mettant le son, parfois, on peut se rendre compte de supercheries assez facilement, mais sur nos petits téléphones portables, le son n'étant pas forcément toujours par défaut, effectivement, ça peut être compliqué, ça peut être utilisé pour désinformer. Vous parlez de l'intelligence artificielle, ça c'est un grand défi qui se présente à nous. Effectivement, avec les intelligences artificielles génératives de son, aujourd'hui on peut imiter la voix de n'importe qui. Plusieurs fois, j'ai eu affaire à des vidéos imitant la voix d'Emmanuel Macron, faisant telle ou telle déclaration, ou d'autres politiques. Aujourd'hui, c'est très facile. On commence à comprendre et à entendre un peu ce type de voix. Elles sont en robotique, on peut les détecter, mais elles sont de plus en plus qualitativement intéressantes. Donc c'est de plus en plus difficile effectivement de vérifier ce type de contenu. Et heureusement, il y a des outils qui permettent de le faire, dont je parle brièvement dans le livre, puisque c'est vraiment, on est au début de ces questions-là. Mais je pense que ça va être le défi, effectivement, l'intelligence artificielle, d'outiller les jeunes générations, mais pas que, toutes les générations sur ces questions-là, ça va être le nouveau défi de demain. Le nouveau défi de demain. Merci beaucoup Alexandre Capron d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre Fake News, le guide pour repérer la désinformation et éviter de tomber dans les pièges. C'est paru aux éditions Mardaga. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marion Joseph. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef d'Astrapi et rédactrice en chef aussi de ce petit livret Non au cyberharcèlement. Ça va être le sujet de notre discussion toutes les deux. D'où vous est venue l'idée de créer ce livret Non au cyberharcèlement, sachant que évidemment beaucoup de choses ont été dites sur le cyberharcèlement. Qu'est-ce qui fait que vous apportez ce petit truc en plus pour tout comprendre? Alors la particularité et l'idée du livret, c'était vraiment de s'adresser aux enfants assez jeunes quand même, de 7 à 11 ans. Donc c'est un livret qui a été fait par Astrapi pour Bayer Jeunesse avec le ministère de l'économie numérique. Et l'objectif, c'était vraiment de s'adresser aux enfants, donc avant le collège et avant l'âge où on peut peut-être avoir l'impression qu'ils sont le plus concernés. Même si, c'est ce qu'on explique aussi, parce qu'il y a une partie pour les parents dans le livret, on explique aussi que, évidemment, les enfants assez jeunes peuvent être concernés, y compris s'ils n'ont pas eux-mêmes de téléphone portable. Et oui, c'est toute la question, vous imaginez, parce que effectivement, ce que je me suis dit, non, cyberharcèlement, c'est forcément les adolescents qui sont touchés, ceux qui sont détenteurs d'un portable. On le sait, les enfants, souvent, à leur arrivée au collège, pour certains, ont la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas d'avoir un portable, sont équipés d'un portable, alors en 6e, en 5e, en 4e. Mais là, vous le dites, c'est les 7-11 ans, c'est bien ça? À 7 ans, on est confronté constamment, en fait, aux écrans? Alors déjà, l'âge de possession d'un téléphone portable baisse vraiment. C'est-à-dire que là, on va approcher les 9 ans. Donc parfois, c'est juste le petit téléphone, juste pour téléphoner. 9 ans, c'est CM1, CM2, non? 9 ans, c'est CM1, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Donc ça, déjà, mais il y en a beaucoup qui ont un smartphone. Il y en a un certain nombre qui ont aussi un smartphone sans forcément de limite de temps, de contrôle parental, etc. Donc déjà, il y a cette possibilité. Et puis après, les enfants vont quand même souvent sur les réseaux sociaux ou un réseau social. Par exemple, WhatsApp, c'est un réseau social. Les enfants, ils vont sur la tablette familiale, ils vont sur le portable des parents pour le groupe de sport, le groupe de classe. Il y a aussi donc tous les copains qui ont eux-mêmes un téléphone et qui montrent des choses. Donc nous, ce qu'on essaye de rappeler, c'est que on ait fait le choix ou non que son enfant ait un téléphone jeune. De toute façon, il a plein de moyens de se retrouver à un moment ou à un autre confronté à cette question de cyberharcèlement. Donc pas de dramatisation, de panique, etc. Mais une prévention, une information nécessaire. Alors c'est vrai que ce que j'ai trouvé fort dans ce petit livret, je vous posais la question justement de ce qu'il y avait de... Moi, ce qui m'a
m'a touchée aussi, c'est ce côté en fait où on parle effectivement de cyberharcèlement, mais on parle de violence et d'insultes aussi. C'est-à-dire qu'on parle de toutes les formes de cyberharcèlement dont on parle peut-être un peu moins, mais qui sont très percutantes et très marquantes pour un enfant de 7-8 ans. Ah oui, là on s'adresse vraiment directement aux enfants dans le livret. Et effectivement, le cyberharcèlement, c'est le fait d'embêter quelqu'un, de lui faire preuve de violence vis-à-vis de lui régulièrement, mais sur Internet ou sur les réseaux sociaux essentiellement. Et donc ça peut passer par des insultes, des petites moqueries en fait, qui peuvent paraître pas grand-chose pour l'enfant, les enfants qui le font, mais qui quand elles se portent toujours sur la même personne et se répètent, sont vraiment très très douloureuses pour l'enfant. Donc il y a 3 petites bandes dessinées dans le livret et à chaque fois on essaye vraiment de raconter une histoire et que l'enfant puisse se projeter dans la situation. Donc soit la situation d'être soi-même victime, soit la situation d'être témoin, donc comment réagir, soit la situation même de soi-même se laisser embarquer un petit peu à cyberharceler. Et donc là l'histoire en question, c'est un enfant qui se moque d'un autre sur le groupe WhatsApp du sport, justement, j'en parlais tout à l'heure. Lui, il a peut-être pas l'impression que c'est bien méchant, sauf que ça se répète, et sauf que l'enfant n'est jamais tranquille, puisqu'en plus, souvent, quand même, le cyberharcèlement sur des enfants de cette tranche d'âge, régulièrement, ça peut être un harcèlement qui commence à l'école, et puis qui se poursuit, ou dans un groupe quelconque, et qui se continue à la maison, justement, via les réseaux sociaux. Donc l'enfant n'est jamais tranquille. Et donc on a voulu montrer, à travers ces petites bandes dessinées aux enfants, les émotions qui pouvaient être ressenties par les personnes concernées, pour qu'il y ait une prise de conscience très concrète, parce qu'en fait, vous me demandiez tout à l'heure ce que ce livret a apporté de plus. En fait, aujourd'hui, le harcèlement, les enfants, ils en entendent énormément parler, que ce soit le harcèlement ou le cyberharcèlement. Donc, si ils savent ce que c'est. Le cyberharcèlement, les enfants de 7-8 ans, ils n'ont peut-être pas la définition exacte du mot, mais en tout cas, ils savent que le harcèlement, c'est pas bien, il faut pas le faire, etc. Je rigole parce que, justement, pour souligner le fait qu'il y a cette conscience, ils connaissent. Par rapport à il y a quelques années, c'est évident que le mot est connu partout. Mais par contre, pourquoi c'est comment on peut vite tomber dedans, pourquoi c'est si grave et quels sont les impacts concrets, ça c'est peut-être moins évident pour eux, et c'est ce qu'on a voulu essayer de leur faire passer à quel point ces bandes dessinées. Oui, à quel point c'est insidieux. Là, vous parlez de la rumeur, qui est la 3e bande dessinée. Cette notion de rumeur, elle n'est pas forcément connue justement par les enfants qui sont en primaire. Cette idée qu'on diffuse une information qui pourrait être fausse. On vient de parler de fake news juste avant avec Alexandre Capron. Cette idée, dans Astrapi, vous parlez aussi beaucoup de cela, évidemment, de décrypter un fait, ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est aussi cette façon de pouvoir attraper les enfants pour leur dire, enfin, attraper dans le sens de pouvoir les retenir leur attention pour parler de ça. Oui, je dirais que tout ça, en fait, est forcément Astrapi et Bayard Jeunesse, on est de plus en plus, enfin, on l'est depuis longtemps, mais on est de plus en plus mobilisés sur ces questions. Je dirais que c'est permettre aux enfants d'acquérir des réflexes, en quelque sorte, d'autodéfense intellectuelle, d'hygiène, entre guillemets, de vie par rapport aux écrans, comme on leur apprend à se brosser les dents ou à traverser la rue. Maintenant, il faut qu'on leur apprenne, donc tous les éducateurs, que ce soit à l'école, à la maison, et donc nous aussi, on a notre part à Bayard Jeunesse, qu'on leur apprenne à avoir les bons réflexes, donc les bons réflexes pour... contre le cyberharcèlement, les bons réflexes face à l'info aussi, qui est un autre volet. Voilà, c'est ça, c'est vraiment essayer de leur faire acquérir ces réflexes-là. Et donc, on martèle un petit peu aussi, mais voilà, on essaie de marteler avec vraiment du concret. Et c'est toujours difficile de faire parler les enfants. La parole n'est jamais libérée, surtout quand on est déjà victime en soi de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et donc, ces petits livrets permettent ça. Oui, tout à fait. Alors évidemment, le grand conseil, justement, je parlais de marteler, qu'on martèle à toutes les pages, c'est vraiment de briser le silence, de parler. Alors ça paraît évident, pareil. Je pense que la théorie, pour beaucoup, peut-être pas tous, mais ils la connaissent, parler à un adulte de confiance, si c'est pas les parents, c'est quelqu'un d'autre, ça peut être le maître, la maîtresse, voilà. Ça, c'est important, mais après, comme vous disiez, c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire que une fois qu'on connaît cette théorie, dans la pratique, on a peur de passer pour un rapporteur, on se rend pas forcément compte de la gravité, on en parlait tout à l'heure, il y a des choses qui sont un petit peu insidieuses, donc finalement, c'est la répétition, donc on se rend pas compte. On a peur de se faire exclure aussi du groupe, très important, donc tout ça, ça fait que c'est pas si facile de parler. Mais ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que c'est vital, hyper important de parler, et surtout que s'ils parlent, ils vont être aidés, soutenus
Alors voilà. c'est peut-être là justement où il faut parler, c'est des parents finalement, de la perception des parents et de l'attention qu'ils portent à leurs enfants. On imagine bien que la plupart, on espère, des parents aiment leurs enfants et veulent les aider, mais beaucoup peut-être n'apportent pas aussi une attention particulière quand leur enfant leur dit bah voilà, ça va pas, il y en a un qui m'embête. On a l'impression que toujours c'est des jeux d'enfants. Est-ce que c'est le conseil à donner aussi aux parents? Écoutez vos enfants. Oui, alors tout à fait. Alors ceci dit, on peut avoir deux types de réactions. On peut avoir celle que vous venez de citer, et puis on peut avoir aussi, je dirais, la panique totale à la moindre dispute entre enfants. Et j'ai moi-même des enfants et je vois ce que c'est. Et des fois, c'est le curseur qu'on a du mal à trouver entre être attentif à ce qui leur arrive à l'école et à la fois ne surtout pas s'en mêler directement et être à l'écoute. Donc tout ça paraît facile en théorie, puis c'est pareil, c'est un peu compliqué dans la pratique. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est d'être attentif en fait à la parole des enfants, comme vous disiez, s'intéresser aussi à ce qu'ils font, mais ne pas les espionner. C'est-à-dire ne pas être tout le temps derrière eux, à vérifier ce qu'ils font. Si on leur laisse, par exemple, une demi-heure de tablette par jour, je dis n'importe quoi. Ne pas être derrière eux à ce moment-là. Mais par contre, après, de temps en temps, dans des petites perches, ah oui, t'as fait quoi? Moi aussi, ça m'intéresse. T'as fait quoi sur la tablette? Voilà, pouvoir, en fait, je conseillerais plutôt un dialogue un peu continu que des grands moments d'explication qui peuvent mettre un peu la pression et aboutir à l'effet inverse. En tout cas, le livret est là pour donner les explications et pouvoir apporter toutes les informations nécessaires. Le dialogue dont vous parlez, et peut-être aussi le dialogue avec le chef d'établissement en question. Lorsque ça se passe à l'école, ce cyberharcèlement souvent démarre à l'école et puis finit à la maison et sur les écrans. Peut-être créer un lien aussi et faire confiance au personnel éducatif. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'accompagner son enfant au quotidien quand il n'est pas concrètement forcément tout de suite confronté à une situation de cyberharcèlement, et puis après le cas échéant, si ça se produit et qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir une alerte, bien sûr, d'abord on va rassurer l'enfant. Alors il y a le temps de l'urgence, on va dire le temps de l'urgence, et puis ensuite le temps éducatif par rapport aux écrans, parce que parfois les enfants ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peut-être enfreint une règle par rapport aux écrans. Ça c'est important à souligner aussi, et donc ils peuvent ne pas oser parler. Il faut qu'ils sachent qu'ils seront soutenus quoi qu'il arrive. La première chose qu'on va faire, c'est les soutenir, et c'est effectivement aller dire à l'enfant qu'on va être là, le prévenir qu'on va aller parler aux autres adultes. Vous parlez du personnel éducatif, etc. Le prévenir qu'on va aller en parler, qu'on fera rien sans lui en parler, qu'il y ait cette relation de confiance. Et puis après, évidemment, aller parler avec les personnes concernées à l'école, le personnel qui entoure les enfants, que ce soit à l'école ou dans le groupe de sport, les entraîneurs, etc. Bien sûr, c'est super important. Alors sachez que ce petit livret Non au cyberharcèlement sera distribué dans les magazines J'aime lire, Astrapi et ImageDoc à partir de quand? C'est déjà le cas? Oui, il est en train d'être distribué, et puis sinon il est téléchargeable aussi gratuitement. Le but, c'est qu'il soit évidemment partagé le plus grand possible. Nombre. Voilà. Et ça peut être un support d'échange aussi en famille ou à l'école, bien sûr. Merci beaucoup Marion-Joseph d'avoir été avec nous, rédactrice en chef donc du magazine Astrapi, que vous connaissez tous, on a tous lu, et rédactrice en chef du livret Non au cyberharcèlement. Merci. Donc on le trouve sur le site de Bayard Jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard, l'ancien d'écolier, avec son invité de la semaine. Aujourd'hui, tu es chanteuse. Est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai toujours voulu être médecin. Donc, oui, tu avais une appétence pour les sciences. C'est ça. Donc, je suis encore aux études en médecine. Puis, tu continues tes études? Oui, je suis en deuxième année de médecine. Donc, je continue là-dedans. Donc, l'école, ça fait encore partie de ma vie aujourd'hui. Puis, je continue la musique. Et ton objectif, c'est de devenir médecin aussi en parallèle? Absolument, absolument. Tu as déjà une idée de quelle spécialité tu voudrais faire? Oui, j'aimerais être médecin généraliste. Donc, vraiment, nous, on appelle ça des médecins de famille par chez nous. Donc, on suit les familles d'année en année. Et c'est combien de temps d'études au Canada? Au Canada, ça serait... j'ai fait 3 ans de pré-médecine. Après ça, on fait 4 ans du doctorat. Puis là, 2 ans de résidence. Ouais, c'est à peu près comme en c'est France. 9 ans. À quel moment la musique est entrée dans ta vie? La musique, elle n'est pas entrée dans ma vie. On dirait que la musique a toujours été dans ma vie depuis que je suis née. Mon père, il me chantait des chansons à la guitare. Il est chanteur, ton papa? Oui, mon père, il chante, il joue de la guitare, puis il me bordait avant d'aller me coucher avec sa guitare. Donc, j'ai vraiment bercé là-dedans toute ma jeunesse. Mais il y a un moment quand même où tu as pris des cours de chant. Oui, quand j'étais plus jeune, il y a un moment où est-ce que, tu sais, mon père, il faisait des spectacles dans la région, puis moi, j'étais toujours là en train de le supporter. Puis il y avait une chanson qu'il chantait qu'il aimait beaucoup, que moi, j'aimais beaucoup aussi. Puis je suis embarquée sur la scène, j'ai commencé à chanter
La bande a commencé à m'accompagner. Ma mère était choquée, mon père était choqué. Puis là, c'est là qu'ils ont réalisé, on va peut-être la mettre dans des cours de chant, tu sais, peut-être qu'elle aime ça. Puis j'ai commencé. Quel âge t'as dit? J'étais très jeune, j'avais probablement comme 10 ans, 9-10 ans. Donc là, ça devient très, très sérieux. Et finalement, c'est que 2 ans plus tard que tu fais The Voice Kids. Oui, c'était une expérience vraiment incroyable d'être capable de voyager pour la musique. Tu sais, moi, j'étais tout petite dans ma petite ville par chez nous, puis je savais pas qu'on pouvait rêver grand comme ça. Donc, tu faisais quoi alors à ce moment-là? Tu te produisais déjà? Tu te produisais déjà dans ta ville entre 10 et 12 ans ou c'était que sur Internet qu'on pouvait te voir? Comme me produisais... tu donnais des spectacles? Oui, je donnais des spectacles dans la région avec mon père, mais c'était toujours moi puis mon père. Donc moi puis mon père, on était comme un duo. C'était comme Jacques et sa fille. Donc moi, j'étais toujours là à l'accompagner jusqu'à temps que plus je vieillis, plus j'ai pris ma place dans la musique. Puis là, ben, mon papa, il est pas ici avec moi aujourd'hui, mais il reste toujours dans mon cœur parce que c'est lui qui m'a appris tout. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Josiane, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous insistez néanmoins, vous l'écrivez en toutes lettres dans le bouquin, c'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre contre le patriarcat. Oui. Oui, bon, c'est important pour moi de le dire parce que j'aimerais d'autant plus que les hommes lisent mon livre. Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse un grand nombre de femmes et de femmes féministes, mais il faut comprendre, et ça c'est très important, que ce que je dénonce ici atteint aussi les hommes et les jeunes spectateurs. Parce que justement, ces films-là invitent les petits garçons à se construire avec des idéaux de virilité qui sont toxiques. Alors j'ai compris pourquoi j'avais absolument raté toute ma vie amoureuse quand j'étais ado, parce qu'en fait c'est les bad boys qui plaisent. En fait, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est ce qu'on finit. Oui, mais ça marche. Ce que vous dites, c'est que ça marche quand même. Oui, mais à force de voir en fait des histoires où les gentils sont tout le temps ennuyeux et ne sont pas séduisants, en tout cas pas castés de façon séduisante, et de voir des bad boys qui sont très sexy et castés de cette façon-là, et avec lesquels les héroïnes finissent toujours. Eh bien, nous, mais encore une fois, toutes et tous, finissons par nous dire que c'est ce qu'on doit reproduire dans nos vies amoureuses. Et donc, un petit garçon gentil se dit « Moi, j'aurai jamais de petits copains ou de petites copines si je reste gentil. » La boum repasse de toute façon à chaque fête de Noël, et moi-même qui n'étais pas née dans les années 80, j'ai grandi avec, et les jeunes d'aujourd'hui aussi, ça se Donc c'est la fameuse scène du cinéma. C'est la scène du cinéma, du popcorn, où tous les jeunes se retrouvent pour regarder un film, et puis l'un des garçons a la bonne idée de créer un trou dans le paquet de popcorn pour piéger la fille à côté de lui, qui au moment de prendre une poignée de popcorn va tomber sur son sexe. Et donc bon, elle crie « salaud !» et elle quitte la salle, mais tout le monde est hilar. Et ça, j'explique que c'est vraiment grave, parce que ça crée aussi un imaginaire du cinéma chez les jeunes sur ce qui peut se passer au cinéma, et donc profiter d'une salle obscure pour abuser des jeunes filles. Et pour les agresser sexuellement. L'auberge espagnole, vous dites que... Et d'ailleurs, vous reproduisez... Ça, je ne l'ai pas précisé, mais dans le bouquin, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais notamment, c'est que vous reproduisez des dialogues. Et quand on les lit à plat, c'est monstrueux. Et vous le faites avec l'auberge espagnole. Pourtant, pareil. C'est quasi... préféré. Eh ben voilà. Mais le mien aussi. On se dit, l'auberge espagnole, c'est cool, c'est gentil. Ben non. Mais c'est cool et c'est gentil, mais c'est les années 2000. Et moi, j'ai fait Erasmus grâce à Cédric Clapiche. Donc, et je l'ai rencontré à l'occasion du livre, Cédric Clapiche, pour lui donner la parole là-dessus. Dans l'auberge espagnole, il y a une scène où Romain Duris, qui joue le personnage de Xavier, force un baiser sur le personnage d'Anne-Sophie, incarné par Judith Godrèche. C'est d'autant plus hérisant qu'on connaît l'actualité autour de Judith Godrèche aujourd'hui. Et donc, dans cette scène-là, il la force, alors qu'elle dit non 7 fois à son baiser. Et donc, en effet, je reproduis le dialogue. Pourquoi ? Parce que c'est très important, je trouve, comme pour les textes de chansons, de lire à plat sans qu'il y ait la mise en scène, sans qu'il y ait le physique des acteurs, parce que très souvent, cette violence-là, elle est incarnée par des acteurs beaux gosses. Je parle aussi de Ryan Gosling, de John Travolta. Et en fait, si on fait l'exercice de remplacer ces héros par des hommes qu'on trouverait laids ou vieux ou pas désirables, on se rend compte qu'elles sont très flippantes. Il a aussi rebuté certains professeurs de venir, parce que vous parliez d'attractivité. L'attractivité, elle se fait effectivement sur ces conditions de travail, et donc bien entendu, quand on a des classes surchargées, quand on a un climat scolaire qui effectivement peut être extrêmement tendu, ça devient difficile de renforcer l'attractivité du territoire. De trouver des professeurs contractuels, pas forcément titulaires. C'est vrai, il y a une très grande difficulté en termes de ressources humaines. C'est d'ailleurs aussi un des arguments que nous renvoie très souvent l'administration. On nous dit, mais en fait... il faut les former.
Il faut les trouver déjà, il faut les former, etc. Donc il doit y avoir une réflexion en fait qui est double. Nous, c'est pour ça qu'on ne considère pas que c'est un plan pluriannuel d'investissement. Ce qu'on demande là, c'est une posologie d'urgence. C'est-à-dire, on ne demande pas plus qu'ailleurs, on demande une remise à niveau. Une remise à niveau pour permettre dans le département le plus pauvre et le plus jeune de la France hexagonale de faire de l'école publique une véritable politique d'investissement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'école publique, on a l'impression que pour le gouvernement, c'est uniquement un poste de dépense. Alors qu'en réalité, dans un département comme le Seine-Saint-Denis, c'est un investissement. Futur, justement. Ça tombe bien parce qu'on y est. Vous comprenez que cette pédagogie, toutes ces pédagogies dont vous parlez dans votre livre, elles ne sont pas du tout ou presque mises en place dans l'éducation nationale française aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez pourquoi et quel regard vous portez sur l'école aujourd'hui, sur les maux notamment qu'elle traverse, les violences auxquelles elle doit faire face, reflet peut-être aussi d'une société de plus en plus malade? Déjà, à l'égard des violences, que ce soit les micro-violences scolaires ou les violences plus importantes, tout le monde en est responsable. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pense plus d'un côté les parents et de l'autre côté l'école. On parle plutôt de co-éducation. Ouais. Et en effet, l'école doit s'ouvrir aux parents et les parents doivent aller vers l'école et la comprendre et la respecter. Et l'exemple des écrans qu'on a évoqué tout à l'heure, les écrans sont autant à l'école qu'à la maison. Et comme jadis le cartable, on l'a à l'école et on le transporte à la maison. Il en est de même des écrans. Alors les écrans peuvent être utilisés pour des choses fabuleuses, par le biais de logiciels éducatifs ou de systèmes que j'évoquais un peu futuristes de bio et de neurofeedback. Et aussi des tas de dérives, toutes celles qu'on connaît, d'où la rubrique que vous avez présentée tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut se focaliser sur ces pédagogies où l'enfant est actif et de fait s'autodiscipline. Et à ce moment-là, nécessairement, les incivilités, les violences décroissent. Et lorsque les enfants font un projet à plusieurs, ils apprennent aussi à collaborer. Et collaborer, imaginer le point de vue de l'autre, donc être altruiste, c'est évidemment l'inverse de la violence. Alors on peut aller très loin dans l'explication dans le cerveau de la violence. On sait que dans les phénomènes, par exemple, de jeunes radicalisés, qui peuvent aller jusqu'à des actes de terrorisme pour parler des cas les plus violents, eh bien, une émotion du cerveau disparaît, que l'on a tous et qui s'appelle l'aversion de faire souffrir autrui. Et grâce à l'éducation, tant des parents que de l'école, on apprend qu'il n'est pas bien de faire souffrir autrui et on imagine qu'on se met à la place de l'autre, ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Et donc tout ça est très bien documenté dans le cerveau et c'est tout ce qu'on pourrait appeler l'éducation morale, l'éducation civique, mais on peut l'enrichir de ce qui se passe dans le cerveau parce qu'un acte violent est toujours déclenché par le cerveau. Et ce que j'appelle l'inhibition d'un acte violent, ce qui permet précisément d'être pacifique, passe aussi par le cerveau, le cortex préfrontal, et on identifie les mécanismes. Marie-Hélène, on a parlé du changement de ministre. Ça ne change rien au final? Le gouvernement reste sur la même ligne? Il y a une certaine continuité? Ah, tout à fait. Depuis. On aurait pu dire, Nicole Belloubet, on connaît son histoire, voilà. Mais... Alors, les changements de ministres successifs qu'on a vécu de façon accélérée ces derniers temps n'ont pas amené de changement de politique éducative. Ça, clairement, on est dans une continuité qui s'inscrit depuis 2017 et qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec la mobilisation actuelle parce qu'effectivement, il y a eu une accélération de la dégradation du service public. Là où effectivement on attendait une autre attention de la part de Nicole Belloubet, c'est qu'elle était garde des Sceaux au moment de la mise en œuvre en 2019 du plan État fort pour la Seine-Saint-Denis. Et pour le coup, même si c'était sans doute insuffisant, il y avait eu de véritables moyens engagés pour la justice en Seine-Saint-Denis, qui était effectivement en manque, là où pour l'éducation, il n'y avait eu strictement rien de fait. Donc effectivement, c'est un territoire qu'elle connaît, le plan d'action, elle le connaît parce qu'elle l'a vu mettre en œuvre au niveau de la justice, et que, je vais dire ça de façon peut-être un peu crue, on attendait qu'elle engage le même travail pour l'éducation en Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas connu ce rattrapage-là. Et de toute façon, dès les premiers constats, et ça a été documenté par le rapport l'a publié en novembre dernier par 2 parlementaires, effectivement, l'État fort n'a pas rempli ses missions au niveau de l'éducation. L'intelligence, elle fait débat depuis de nombreuses années. Est-ce que vous arriveriez à la définir, Olivier? D'abord, nos ancêtres ont établi des grandes définitions. Je prendrai 2 exemples. Et finalement, la réponse n'est pas si complexe que ça. André Gide, prix Nobel de littérature au siècle dernier, dit de l'intelligence que c'est notre faculté d'adaptation.
Et Jean Piaget, que vous avez cité, mon maître, donc grand psychologue suisse de l'enfant, qui a découvert les stades du développement de l'intelligence, Jean Piaget disait encore plus finement, l'intelligence chez l'enfant, c'est la forme optimale d'adaptation biologique. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'être humain est quand même assez fragile et fut fragile dans le passé lors de l'évolution biologique dans des environnements hostiles avec des prédateurs. Donc c'est grâce à un cerveau qui s'est peu à peu façonné dans la boîte crânienne des humains que l'intelligence a pu émerger et qu'elle nous permet de nous adapter, d'inventer des outils, de parcourir des conduites de détour pour éviter l'obstacle. Et donc l'intelligence comme faculté d'adaptation, et en particulier optimale dans le développement de l'intelligence de l'enfant, c'est une première définition qu'on peut accepter. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Très bon 1er mai, très bon muguet. Merci. Fleuri, n'est-ce pas? Merci à toute l'équipe qui a participé à cette émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.